À Pan Am 360, j'ai le plaisir d'accueillir Greg Baudin, qu'on connaît bien sûr sous le pseudo Snail Kid, mais dans le cas qui nous occupe, c'est Greg Baudin qui nous parle de Brown Family. Brown Family qui est à son troisième album, un album évidemment qui perpétue la tradition familiale, puisque c'est un album Papa et les deux fistons pour un projet qui existe depuis 2016, Greg. On va fêter 10 ans à un moment donné. Ouais, c'est ça s'en vient, là. C'est 8 là. Ben, techniquement, Toujours. écoute, pour ma part, c'est à 35 ans, là. C'est la OK. famille, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est un projet qui était très sympathique au début et qui est venu trois fois finalement, aux 2 ou 3 ans. On renoue avec ce projet familial qui allie le hip-hop, la soul, le R&B, le dancehall, le roots reggae. Donc, et cette fois-ci, c'est encore plus, beaucoup plus proche d'une sorte de d'album de crooner papa, mais les fistons, le fiston toi-même devient un peu crooner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de slow soul et c'est sur des rythmes lascifs, clopin-clopant, et on ne parle pas de choses, enfin, on parle de choses assez sensuelles, quoi, si j'ai bien compris. Je l'ai permis beaucoup. En fait, ça faisait longtemps qu'on voulait. Tu sais, on y allait toujours un petit peu. On se mouillait le gros orteil, mettons, là, dans les zones un peu plus soul, sur les autres albums. Mais celui-là, on avait envie d'y aller à fond. Puis je pense surtout mon frère Jam, qui signe la plupart des productions, accompagné par Félix Petit. Ben, mon frère avait beaucoup envie de se sortir de la façon de produire hip-hop, là, d'où il vient. Puis c'est comme ça qu'il a appris à Mhm. faire de la musique à la base. Mais là, le fait de travailler avec un réalisateur qui vient d'ailleurs que du rap, Félix Petit, puis je pense que ça l'a sécurisé beaucoup. Ça lui a comme coupé son espèce de syndrome d'imposteur de se lancer dans des productions qui avaient une certaine instrumentation qui est différente que le travail de sample, là, mettons, là, qu'il faisait dans les autres albums. Fait que, ouais, c'était se mouiller à 100%, mais avec comme un petit filet de sécurité qui était Félix Petit quand même. Ça a beaucoup aidé. Ce qui est un excellent filet, puisqu'il était avec Awabi, il était avec Hubert Lenoir. C'est un multi-instrumentiste, un bon saxophoniste. Il est un bon beatmaker, producer aussi. Il est très, très polyvalent et il s'adapte bien au projet, visiblement, puisque votre projet est très différent de celui d'Awabi et celui du, encore vraiment beaucoup, très loin de celui d'Hubert Lenoir. Oh, définitivement. Je pense que c'est une grosse partie de son génie, j'oserais dire, c'est sa capacité d'écoute, de trouver sa place sur la production, essayer de comme comprendre où est-ce qu'on veut aller. Puis ça s'est fait assez naturellement. Je pense que dans les premières sessions, il a compris où ça s'en allait, puis il est allé écouter bien du roots reggae, du dub, des trucs avec lesquels il était peut-être à la base un peu moins familier, mais c'est ça, il y a comme une intelligence aussi de comprendre de comprendre où est-ce que l'âme de cette musique-là, puis il prend sa place parfaitement, là. Fait que ça a été très sécurisant pour nous. Et donc, mais quand même, ton frère a un rôle encore plus important. C'est lui qui compose, c'est lui qui est le maître d'œuvre du beatmaking, puis de la production et des compositions. Euh, En général, en fait, je pense que presque toutes les tunes, à part deux, ça a été des maquettes de mon frère qui fait complètement de son côté. Puis il arrive avec ça au studio de Félix, puis on met tout ça en commun. Puis là, il y a de la magie qui arrive, mais la base de la composition est toute faite chez mon frère, tu sais, fait que ça sort de sa tête vraiment. Puis ça l'aide à juste comme à pousser ça plus loin, puis à le sortir de son ordi, en fait, parce que lui, c'est vraiment le roi il doit m'avoir fait entendre dans les dernières années une centaine de maquettes qui vont jamais sortir, tu sais, puis je pense que ça l'aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui respecte, puis ouais, comme quelqu'un qui considère comme un bon musicien, lui dire c'est bon, cette maquette-là, ça l'aide énormément.
Ouais, puis ça l'aide aussi à préciser son son puis à le faire évoluer. Parce que lorsqu'on écoute cet album-là, c'est quand même, on sent qu'il y a vraiment un progrès par rapport aux albums précédents dans la production, dans la façon de faire les grooves. Il y a un bloop bloop à un moment donné dans un côté clopin clopant qu'on n'a pas vraiment dans la soul black américaine. C'est pas que ça soit, c'est beaucoup plus proche de la Jamaïque. Même, ben, enfin, c'est sûr qu'aussi ici, en Amérique du Nord, on est moins au courant, mais il y a beaucoup, beaucoup de soul jamaïcaine qui existe là-bas. Et donc, on sent cette vibe-là, mais avec aussi un angle jam. Jam qui reste là quand même. Mm. Puis il y a aussi le fait que mon père a été quand même présent dans la production aussi, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les projets d'avant. Mm. Puis on bénéficie vraiment beaucoup, en tout cas, justement au niveau de aller chercher l'âme de cette musique-là qui est comme il réussit, tu sais, il a fait de l'instrumental, il a joué des guitares, même des basses des fois, puis juste dans le groove, la façon dont il fait résonner les cordes, puis tout, il y a quelque chose, des fois on se regardait avec Félix, on était comme, oh, ouais, ça s'invente pas, ça prend le bagage, ça prend comme, il y a quelque chose que c'est les années d'avoir joué du reggae avec des musiciens reggae qui viennent de cet endroit-là, puis qui ont ce vrai vécu-là, ça s'invente pas, puis c'est pas on n'aurait pas pu le faire juste en connaissant le genre, la métrique et le. Pas dans la théorie que tu vas chercher ça, c'est dans le bagage. C'est ça. Et cette culture-là, elle se perpétuait moins dans le chant dans les albums précédents de ton côté. Là, maintenant, on sent que tu chantes beaucoup plus. Alors donc, c'est un peu le paternel qui déteint aussi. Définitivement. C'était aussi une volonté de mettre le paternel à l'aise ou de le mettre dans des zones où il était plus confortable parce que jusqu'ici, c'est lui qui s'était prêté au jeu beaucoup. Puis Oui. il avait eu à composer sur des trames qui étaient essentiellement hip-hop, puis trouver sa zone là-dedans sur des loops, des fois un peu grimy, si je peux me permettre le terme. Il y a quelque chose que des fois peut-être le rejoint moins directement. Puis là, il faut qu'on travaille avec lui pour trouver les mélodies qui peuvent fitter, puis tout ça. Mais sur ce projet-là, c'était un poisson dans l'eau, là, tu sais. Puis c'était le but aussi, c'était d'utiliser justement tout son bagage. Puis ça faisait en sorte qu'il arrivait dans les sessions, puis en 15 minutes, sa portion était cannée, là, puis c'était nous qu'il fallait qu'il trouve nos places sur ces chansons-là. Pour moi, ça a été un travail, j'ai trouvé Mon frère, ça fait un bon moment quand même, qui lui, de son côté, il est sur des compositions où est-ce qu'il chante beaucoup, puis tout ça. Moi, euh, euh, je, j'ai vraiment plus eu à m'adapter là-dessus. Puis c'est la raison pour laquelle il y a encore quand même plusieurs chansons où est-ce que je suis le rappeur de la chanson, là, tu sais. J'ai quelques verses de rap plus à l'ancienne sur l'album. C'est la place que j'ai choisi de prendre sur ces chansons-là. Puis il y a certaines chansons où, comme tu dis, je chante plus, mais c'est quelque chose j'ai le chant un peu gêné quand même là, dans lui. Fait Oui, que, mais c'est quoi la proportion? j'ai envie de dire, dans mon cas, à peu près 50-50. OK, d'accord. Mais mon frère, il a un seul couplet rappé. Il est OK. rappé à moitié, tu Mais sais. au bout du compte, au bout du compte, on a moins que 50% de rap puisque ton frère ne rappe pas. Ça fait que ça fait à peu près 20-25%, c'est ça. Au max Je sais 20. pas faire de statistiques, là. Ça ne change pas grand-chose de trouver des proportions exactes, on s'en fout pas mal. Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ton père est encore. Ton père, on sentait souvent qu'il sortait dans une parenthèse des productions. Tu sais, à un moment donné, il y avait des chansons qui s'élaboraient. Puis à un moment donné, ton père surgissait, puis ça redevenait reggae, crooner, roots. Puis après ça, on retournait dans. Alors là que là, son expression est complète, comme tu le dis. Vous avez voulu le mettre à l'aise, mais en même temps, vous créez un environnement complet. C'est pas une parenthèse ou une citation du passé familial. Tu l'as bien mis, en fait, c'était ça la volonté aussi. Puis je pense que sans rien enlever au projet qu'on avait fait avant, il y a quelque chose qui était, comme tu dis, un peu fragmenté souvent, qui est là, c'est la portion du père, puis après ça, on saute dans l'autre portion, puis c'est le fun, mais ça donne automatiquement des chansons, c'est ça qui sont comme en segment, puis on est comme dans
Ça devient comme prog sans que ce soit la volonté de l'être nécessairement. Là. Puis il y a quelque chose, on voulait s'affranchir un peu de ça, je pense. Bref, on est très content d'avoir réussi à trouver un terrain de jeu commun où est-ce que, tu sais, qui nous obligeait pas à segmenter les chansons. Hein. Donc, ce sera Robin Kerr, Jam, Greg Baudin ensemble. Vous lancez votre album le 1er novembre et vous, comme c'est presque une tradition, vous lancez votre album au ministère live. Alors, quelle est la constitution du groupe? C'est-à-dire que vous êtes les trois, vous avez des musiciens accompagnateurs? Oui, on a un méchant beau band, en fait. Là, on a un full band, en fait. Donc, on a un drummer, on a un bassiste, claviériste, on a un guitariste et on a Félix aussi qui va venir jouer ses lignes de sax. Cool. Puis Awabe aussi qui vient faire des chœurs avec nous. Fait que, ouais, on a une formation assez complète là, qui risque de pas nous suivre dans tous les spectacles quand on va sortir de Montréal, mais on tenait quand même à faire ça en grand pour le lancement à Montréal, ouais, ce qui devient effectivement une habitude là, de faire juste un bon jam pour lancer les shows. Et vous allez vous produire pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, un peu partout au Québec, j'imagine? On commence à booker les shows là, puis on espère en booker beaucoup plus. Mais oui, on va se promener au courant de l'année jusqu'à l'été prochain. Excellent, excellent. Donc, l'album, en terminant, s'intitule Durag et cœur brisé. Alors, on peut terminer cette conversation-là en parlant justement du texte et du sens de ce titre-là. Durag, les gens, les Rastafari savent c'est quoi. Le durag, c'est vraiment c'est comme un tissu en général un peu en espèce de soie là, qui bon, souvent les gens qui portent soit des tresses ou des dreads, ils vont l'attacher à l'arrière. Tu vas avoir comme un morceau de tissu qui pendouille à l'arrière. Ah ouais. Ça, c'est porté beaucoup dans la culture afro, là, justement, pour protéger les cheveux. Puis des fois, juste quand tu n'as pas eu le temps de faire tes cheveux, tu vas mettre ça. Mon père, lui, il s'est mis à le porter à partir du moment où il a commencé à perdre ses cheveux parce qu'il était très gêné de ne plus avoir de dreads, qui est très intense dans la culture Rasta. Fait que lui, c'est vraiment son trademark. Il porte toujours un durag, puis il nous en offrait beaucoup. C'était comme vraiment une façon pour lui de nous. C'était comme un leg, en fait. Là, il nous donnait souvent des durags qu'on portait fièrement à l'école. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est le durag. L'album s'intitule Durag et cœur brisé. Donc, on a parlé de Durag, mais cœur brisé. Et les textes sont des histoires sentimentales très souvent là-dedans, mais il y a autre chose. Clairement, ben, ça commence à être, c'est un sujet de prédilection, je pense, dans nos chansons en général. Je pense que sur cet album-là, on s'est peut-être permis de se présenter un petit peu plus dans la vulnérabilité, de montrer un petit peu, euh, comment dire, nos cœurs qui sont blessés à bien des égards, des relations passées et tout. Mais il y a aussi une part qui est assez lumineuse, j'oserais dire, du sens où on regarde quand même vers l'avenir, on essaie de s'abandonner à quelqu'un beaucoup là-dedans, puis fait que oui, c'est ça. On parle beaucoup d'amour, puis c'est dur de parler d'amour sans parler de cœur brisé. Donc, Oui, en général, ça arrive souvent sur le mode amoureux que les cœurs se brisent. Et donc, Durag et Cœur brisé, troisième album studio de la Brown Family, lancé le 1er novembre et au ministère le 9 novembre et suivez sur le site de Septième Ciel ou encore le site de la Brown Family les dates de tournée et on les révélera aussi sur Panem 360. Greg Baudin, merci beaucoup de cette interview. Salut, à bientôt.